Au sommaire des ateliers d'IFTM, cap sur l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique. Comment ces destinations phares des vacanciers français avant la crise pandémique se préparent aujourd'hui au retour des vacanciers? Quelles mesures envisagent-elles pour rouvrir leurs frontières aux touristes? Toutes les réponses en compagnie de François-Xavier Isnik et ses invités. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue sur les ateliers d'IFTM, une émission hebdomadaire sur le tourisme que vous pouvez retrouver sur la web TV du site internet de l'IFTM. L'Amérique du Nord était une destination phare pour les Français avant la pandémie. Peut-elle retrouver rapidement ses niveaux d'avant-crise et comment? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec nos invités du jour. À ma gauche, Muriel Nouchi, directrice de Visite California en France. Bonjour Muriel. Bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Toujours à ma gauche, Sandra Tickel, directrice générale de Tourisme Synergique qui représente le Canada en France. Bonjour Sandra. Bonjour François-Xavier. À ma droite, on a le plaisir de retrouver Didier Rabault, cofondateur de Visiteurs. Bonjour Didier. Bonjour François-Xavier. Et puis, en visioconférence, Béatrice de Rotalier, directrice France de Delta Airlines. Bonjour Béatrice. Bonjour à tous, bonjour François-Xavier. Et puis vous serez accompagné également de Rebecca Alvarez-Tellez, chargée du tourisme à l'ambassade du Mexique. Bonjour Rebecca, vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Rebecca, on ne perd pas de temps, on ouvre tout de suite notre première rubrique, le chiffre du jour. Alors, plutôt d'ailleurs les chiffres du jour. Vous allez les voir s'afficher sur votre écran. C'est le nombre de touristes français qui se sont rendus en 2019 aux États-Unis, près de 1,8 million. Au Canada, c'était 604 000. Au Mexique, c'était 200 000 touristes français. Alors évidemment, on a hâte de retrouver ces chiffres. Muriel Nouchi, quelle est la situation sanitaire et touristique en Californie en ce mois d'avril-mai? On sait que la vaccination aux États-Unis va très vite. Ils vaccinent, je crois, 2,4 millions de personnes par jour. Cela nous laisse évidemment un peu rêveurs ici. Oui, c'est vrai que la vaccination est une affaire d'État. Tout le monde est engagé, bien évidemment. Le président Biden a déclaré que le 4 juillet, l'immunité collective aux États-Unis serait en vigueur. Ça nous fait rêver. En Californie, les restaurants rouvrent, intérieur, extérieur. Les parcs d'attractions rouvrent également. Bien évidemment, tout ça avec des mesures de sécurité pour les clients, pour les habitants absolument drastiques. Pas plus de 6 personnes dans les restaurants à table, 15% des capacités des parcs. Les plages sont réouvertes également, les hôtels. Les conventions vont commencer à ouvrir à partir de fin avril. Bien que les voyages non essentiels inter-États ne soient pas encore vraiment conseillés, ils ne sont plus interdits. Donc, en bref, la Californie se remet en marche et c'est tant mieux parce que la Californie accueille plus de 270 millions de visiteurs. Donc, le tourisme est une affaire sérieuse. Béatrice de Rotalier, pour le transport aérien, cette crise pandémique est un cataclysme, on le sait. On est ici en pleine 3e vague en France. On espère la fin de cette 3e vague. Delta Airlines maintient-elle ses vols entre les États-Unis et la France? Oui, nous n'avons jamais arrêté nos vols en fait entre les États-Unis et la France puisque nous en avons 3 en ce moment. Nous avons un vol sur New York, 2 vols sur Atlanta et 1 sur Détroit 3 fois par semaine. Mais c'est vrai que notre trafic s'est vraiment effondré l'année dernière et nous avons subi des pertes colossales après 10 ans de croissance continue et de résultats positifs. Donc, ça a été un changement complet de paradigme et de mode de fonction. Sandra Tickel, qu'en est-il de la situation pandémique au Canada et des contraintes sanitaires aux frontières? Selon le gouvernement du Canada, en ce moment, nous avons eu un peu plus de 23 000 décès suite à la COVID. Il est vrai que les frontières demeurent fermées, donc seuls les gens qui ont raison essentielle pour venir au Canada peuvent y accéder. Et les mesures en vigueur pour entrer au Canada en ce moment, c'est un test PCR négatif de moins de 72 heures. Ensuite, à l'arrivée à l'aéroport,
un autre test PCR et on doit se rendre dans un hôtel pour 3 nuits en attendant le résultat de ce test PCR. Une fois le résultat négatif, nous pouvons quitter l'hôtel pour entamer une quatorzaine. Alors, en sachant que les nuits d'hôtel sont décomptées de la quatorzaine. Et la quatorzaine, c'est quand même pris très au sérieux au Canada. Le confinement, si une personne qui prend des risques peut se voir avec une amende jusqu'à 750 000 $ canadiens et ou 6 mois de prison. Donc, on a tout intérêt à respecter le confinement. On ne plaisante pas au Canada avec ça. Évidemment, tout est fait pour décourager les visiteurs, en tout cas pour l'instant. Mais on va voir dans un deuxième temps comment vous envisagez la reprise. Didier Rabault, visiteur programme l'Amérique du Nord, je crois, depuis 8 ans maintenant. Cette crise est interminable pour les tours opérateurs, on le sait. La décision de mettre en place un 3e confinement est un énième coup de massue. Supplémentaire. Quelle est la situation de visiteurs aujourd'hui? Quel est votre état d'esprit, Didier? Nous sommes patients. Nous sommes dans un contexte effectivement très difficile parce que nous avons 3 services qui produisent la destination aux États-Unis. Nous avons un service incentive, groupe. Nous avons un service départ garanti avec des GIR qui sont dans la brochure et nous avons un service doté de 8 personnes qui travaillent constamment sur le à la carte entre les États-Unis et le Canada. Donc effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, ces équipes sont dans l'attente de la reprise. Et bien, cette attente, elle a dû encore une fois être reportée. Mais l'espoir est au bout du tunnel. Je dirais que maintenant, on a compris malheureusement que la saison d'été était fortement perturbée. Et, nous espérons simplement que les Français auront à cœur de retourner vers cette destination qui compte beaucoup pour nous. Qui compte pour nous et qui compte beaucoup pour les Français, parce qu'elle est très riche de propositions différentes à l'issue de cette crise. Malheureusement, il n'y aura pas de saison d'été, il faut s'y faire. Ça a été difficile de se rendre à cet état de fait, mais maintenant, nous sommes partis pour peut-être une saison d'été indien au Canada, et puis les États-Unis, ce n'est pas que le continent, ça peut être Hawaï, ça peut être, on espère bien pouvoir reprendre le flambeau à partir de septembre, au moins pour la prise de commande, pour une réalisation à partir de mars-avril. Rebecca Alvarez-Tellez, avant l'épidémie, le Mexique faisait une belle percée sur le marché français. Quelle est aujourd'hui la situation sanitaire et touristique ? Bon, à ce jour, les frontières mexicaines ne sont pas fermées. En fait, nous n'avons jamais fermé les frontières. Le gouvernement mexicain n'impose aucune restriction liée à la pandémie, ni d'obligation à présenter les tests PCR pour prendre un vol pour le Mexique. Nous respectons la décision de la France de limiter les déplacements à l'étranger pour ralentir la progression de l'épidémie. Et pour cela, nous exhortons aux voyageurs français de suivre les indications de son gouvernement et de rester attentifs à l'évolution de la crise. Cependant, en 2020, nous avons reçu à peu près 115 000 voyageurs français. 50 000 voyageurs français en 2020, c'est pas si mal, on va dire. C'est mieux que rien. Exactement. Alors, on va essayer justement d'en savoir plus sur ce retour espéré des touristes. C'est notre deuxième rubrique. Demain, quelle reprise ? Muriel Nouchi, comment voyez-vous la reprise? Quel est votre calendrier sur les États-Unis et la Californie en particulier? Bon, je n'ai pas de boule de cristal, bien évidemment, mais si la campagne de vaccination en France s'annonce aussi successful que ce que le président Macron nous a annoncé, on devrait voir le bout du tunnel, bon an, mal an, cet été. Maintenant, ça dépend bien sûr des réouvertures des frontières de chacun des pays. Et je rebondis sur ce que tu disais, Didier. Je pense que les États-Unis et la Californie offrent aussi de nombreux voyages à partir de septembre, même si ça n'est pas le fameux été indien du Canada. Il y a des centaines de milliers d'itinéraires possibles, et notamment en Californie, parce qu'il y fait toujours très beau, comme chacun le sait, et que la Californie attache un soin particulier à disperser ses visiteurs tout au sein de l'État. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas, on n'a jamais eu, mais encore
plus à partir de demain des masses de touristes compacts sur des points cruciaux comme Hollywood Boulevard ou comme Big Sur. Cela dit, le calendrier, c'est dès qu'on peut, parce qu'on sent une appétence de nombreuses demandes d'individuels, je pense que ça, tout le monde l'aura noté, qui ne souhaitent qu'une chose, prendre un avion et partir aux États-Unis et en Californie. Bien évidemment, tout ça va dépendre du calendrier des compagnies aériennes. Les rotations sont fortement dégradées. Elles peuvent bien évidemment reprendre très vite. Je pense que l'appétit des clients est là, l'appétit des visiteurs. L'infrastructure en Californie n'est pas trop touchée. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors, vous parliez, Muriel, des compagnies aériennes. On va justement poser la question à Béatrice de Rotalier. Béatrice, comment vous voyez la reprise du transport aérien entre la France et les États-Unis? Quand est-ce que vous allez remettre de la capacité et à quel niveau? Est-ce que vous avez déjà des indications? Alors nous sommes optimistes, mais on reste quand même prudent, parce qu'on n'est pas maître de la situation, entre autres, avec les frontières transatlantiques qui restent encore aujourd'hui fermées. On n'a pas le droit d'aller aux États-Unis, sauf motif impérieux. Mais par contre, la confiance revient, ça on le note très fortement, et il semble que les réticences à prendre l'avion soient tombées. L'espace aérien est considéré sûr suite à toutes les mesures qu'on a prises, toutes compagnies confondues, et à celles plus particulièrement que Delta a prises l'année passée. Alors oui, on voit que les touristes sont prêts. Les globetrotters vont pouvoir repartir dès que les frontières vont être réouvertes et que les protocoles seront établis entre les différents pays. Il y a un certain nombre de vouchers qui permettent, aujourd'hui, qui ont été émis, qui permettent les reports des voyages qui avaient été réservés précédemment. Chez Delta, ces vouchers sont valables jusqu'au mois de décembre 2022. Et puis, pour soutenir cette reprise touristique, à l'intérieur des États-Unis, on a augmenté les destinations loisirs, entre autres vers une vingtaine de destinations. L'Alaska, par exemple, semble être à la mode. Et puis, on va mettre plus de capacité vers les stations balnéaires et les parcs nationaux. Néanmoins, la tendance reste très, très dernière minute. Et ça, c'est du fait du manque de visibilité. Je rappelle également que pour aller aux États-Unis ou au Canada, au Mexique ou au Canada, on ne peut pas passer par les États-Unis aujourd'hui. C'est pas possible. Oui, ça c'est une précision importante, en effet. Sandra Tickle, plus on avance dans l'année, plus ça devient difficile d'être très optimiste malgré tout. On voit que les compagnies aériennes vont être prudentes pour ouvrir les destinations. Les États, c'est pareil, ils vont aller très progressivement pour la réouverture des frontières. 2021, ça risque d'être encore compliqué. C'est vrai que c'est difficile pour nous d'anticiper à quel moment on aura la reprise. Par contre, la chance que le Canada a, c'est que nous sommes une destination 4 saisons. Alors, c'est vrai que nous, on a préparé des plans pour cet été, pour cet automne et pour cet hiver. Donc, ça nous permet de faire des campagnes avec les professionnels du tourisme au moment venu. Par contre, au niveau des lignes aériennes, ce qui est intéressant, c'est que Air Canada ainsi qu'Air France ont toujours maintenu leur vol quotidien Paris-Montréal. Et il est prévu que Air Transat va reprendre ses vols province Montréal et Paris-Montréal dès la mi-juin. Et nous attendons aussi le retour de WestJet avec ses vols saisonniers Paris-Calgary et Paris-Halifax. Alors, c'est vrai qu'on a les plans en place. Dès que la reprise sera là, nous, on sera prêts pour faire partir et accueillir les Français. Didier, en France, on a reçu 12 millions de doses en avril. En mai, on en attend 17 millions. En juin, 25 millions de doses. Malgré tout, vous pensez que l'été, ça va être quand même compliqué, malgré cette vaccination qui s'accélère en France? Bien sûr. La vaccination joue un rôle primordial sur la reprise des activités touristiques, mais je pense que c'est surtout la mise en place du passeport sanitaire international qui jouera la donne un petit peu. Ça sera compliqué de mettre tous les pays à l'unisson. Et je pense que sur un pays comme les États-Unis, par exemple, en plus, nous avons affaire à un pays fédéral
Donc ça va être un petit peu difficile. Je suppose que la Californie pourrait être en étape, par exemple, de jouer le jeu, ainsi que l'État de Washington ou la ville de New York, dont j'ai entendu qu'elle était ouverte à l'idée d'une réouverture assez tôt. Mais un gouvernement comme celui de la Floride, par exemple, risque de jouer un petit peu plus le jeu de la méfiance sanitaire. Donc c'est difficile. Dans cette hypothèse, je pense qu'une reprise éventuelle des ventes individuelles, au fur et à mesure de la réouverture de chacun des États, peut s'envisager. Dans tous les cas, malheureusement, je ne suis pas très optimiste sur l'été, mais plutôt sur l'automne. Plutôt sur l'automne pour les États-Unis, l'Amérique du Nord. Rebecca Alvarez, quel est votre calendrier de reprise pour le Mexique, vous ? Bon, nous sommes très optimistes au niveau national. La reprise se fera de manière très progressive et a notamment déjà été initiée avec les vacances de Pâques, qui représentent une période cruciale pour le tourisme au Mexique. La période des vacances de Pâques sera une bouffée d'oxygène pour le secteur qui a été le plus touché par la pandémie. Le secteur commence lentement à connaître une plus grande relance des activités. Un taux d'occupation global de 58% est estimé pour cette période, avec l'arrivée de 5 millions de touristes, dont 88% des nationaux, contre 12% des touristes étrangers. En début de l'année, le ministère du Tourisme a réalisé des projections qui se sont conclues pour 3 scénarios probables. En ce sens, l'hypothèse la plus probable reste néanmoins le scénario conservateur. Selon ce scénario, il est prévu que 30 millions de touristes internationaux arriveront cette année au Mexique, ce qui représente une augmentation de 22% par rapport à 2020. Muriel Nouchi, comment la Californie compte-t-elle accompagner cette reprise auprès des professionnels français ? Alors, c'est une excellente question. Merci, François-Xavier. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'Office du tourisme de Californie, donc Visit California, est un office, est une instance de promotion principalement privée. C'est-à-dire que les fonds de Visit California émanent de la taxe de séjour, je la fais un peu en gros, taxe de séjour, taxe sur les locations de voitures et taxe marketing divers. Il y a 1% du budget de Visit California qui est un budget de l'État de Californie. Donc la Californie ayant connu un désastre d'occupation, comme d'ailleurs tous les pays émetteurs de touristes, forcément le budget de Visit California est largement entamé, à savoir, je pense qu'en 2020, Visit California a fonctionné avec 30 à 40% de son budget. Donc la conséquence immédiate, c'était la fermeture sine qua non de tous les bureaux étrangers, dont la France fait partie. Bon, malgré ça, nous avons continué à accompagner nos professionnels parce qu'on en avait besoin et aussi. Maintenant, dans le plan de reconquête de la Californie, c'est d'abord la clientèle domestique, la clientèle nationale. Visit California vient de rouvrir 3 bureaux, Canada, Mexique et UK. La France étant le premier pays européen pour la Californie, 520 000 visiteurs en 2019, nous allons suivre vraisemblablement dernier trimestre 2021, tout début 2022, pour reprendre pied avec nos partenaires. Je ne pense pas que notre budget sera aussi important que celui que nous avions en début 2020 ou ce que nous avions prévu. Mais nous serons là et puis nous serons ingénieux et je pense que tout le monde aura envie de partenariat et de travail en commun parce que ça sera important pour nous tous. On suivra ça avec attention. Béatrice de Rotalier, est-ce que Delta Airlines va stimuler le marché français quand l'heure de la reprise aura sonné ? Alors peut-être par des prix agressifs, par des conditions commerciales favorables ?
Alors, des conditions commerciales favorables, je dirais que nous en avons déjà, puisque depuis le début de la pandémie, nous avons rendu tous nos tarifs soit remboursables, soit échangeables avec des EMD ou des vouchers pour utilisation plus tardive. Comme je disais tout à l'heure, ils seront valables jusqu'à fin décembre 2022. Quant au prix, cette pandémie et ce temps de calme quelque part et le peu de déplacements nous ont finalement été comme une opportunité pour réfléchir à notre modèle. Est-ce que nous sommes allés trop loin dans l'attractivité de nos tarifs ? Sans arriver pour certains peut-être à couvrir leurs coûts. En tout cas, bien heureux sont ceux qui en ont profité, mais on a pu voir à quel point l'économie des compagnies était fragile. Donc, pour les voyageurs d'affaires qui sont très sensibles au prix, il faudra peut-être qu'ils dépensent un peu plus pour traverser l'Atlantique. Et puis, si on veut parler aussi des voyageurs d'affaires, pour eux, si aujourd'hui le tarif est moins un focus que par le passé, c'est parce qu'ils ont d'autres objectifs en tête qui sont d'abord la sécurité et le bien-être de leurs employés. Donc, ils privilégient les vols directs, la flexibilité des conditions et puis aussi le développement durable. Et donc, nous les accompagnons dans cette reprise dès qu'ils formulent leurs nouvelles exigences. Sandra Tickel, le Canada a-t-il prévu un plan d'action auprès des professionnels français pour accompagner cette reprise ? C'est vrai que depuis le début, pour nous, il était très important de garder les liens avec les professionnels du tourisme français. Donc, on a continué à envoyer notre lettre électronique mensuellement. Par contre, on a dû adapter le contenu, vu le contexte. On parle moins d'expérience, mais plus d'anecdotes. Et parallèlement à ça, nous avons fait des webinaires. Nous avons lancé une première série lors du premier confinement. Et suite au questionnaire de satisfaction, les résultats du questionnaire, nous avons fait une deuxième série qu'on a lancée au deuxième confinement. Donc, ces formations, c'est 13 modules. Il y en a une pour chaque province et les 3 territoires. Et ça permet aux professionnels vraiment de bien connaître les régions, les incontournables. À ce moment-là aussi, ils peuvent obtenir des anecdotes qui sont intéressantes sur la cuisine canadienne, la musique, le cinéma. Et on a profité du moment où ils étaient chez eux, dans leur confort, pour les éduquer sur le Canada. Alors, la dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est que Destination Canada, tous les ans, fait un gros salon au Canada qui s'appelle Rendez-vous Canada. Cette année, il aura lieu virtuellement la semaine prochaine, du 17 au 20 mai. Et donc, cette année, on est ravis parce qu'on a 21 tours opérateurs qui seront présents en virtuel. Pour nous, c'est un record. Alors, ça démontre la volonté et l'intérêt de la part des professionnels français de rester connectés au Canada. Didier Rabault, 2 questions pour vous. La première, c'est pour cette reprise, est-ce que vous aménagez votre production sur l'Amérique du Nord ? Est-ce que vous vous concentrez sur des régions en particulier ou sur des produits en particulier ? Et puis, deuxième question, avez-vous prévu des actions spécifiques pour les agents de voyage ? Oui, effectivement, nous adaptons notre production. C'est nécessaire, je crois, parce qu'il va falloir respecter un certain rythme de reprise. On ne va pas revenir sur des volumes avec des groupes, sur des départs garantis à 40 personnes qui permettaient des prix d'attaque extrêmement intéressants. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cet état d'esprit. On est plutôt dans un état d'esprit de départ garanti qui soit de taille un peu plus minimaliste. Et qui permettent, autour d'une participation entre 12 et 20 personnes, de découvrir les régions avec un risque moindre pour les participants qui craignent peut-être un peu aujourd'hui les grands rassemblements à l'intérieur d'un autobus, un peu trop fréquentés. Et puis d'un point de vue, je dirais, d'approche précisément du stock aérien, ça sera peut-être préférable d'avoir des groupes un petit peu plus souples en termes de nombre de participants. Donc cette production, elle s'articulera essentiellement, effectivement, autour de groupes un petit peu plus modestes, peut-être sur un nombre de dates de départ un petit peu plus important, mais avec des maîtres mots qui sont immersion, qui sont insolites et qui sont connaissances. Je dirais qu'il faut peut-être profiter de cette opportunité
pour proposer à nos clients une découverte un petit peu plus poussée, un petit peu plus spécifique de la destination. Pas d'axe particulier, par contre. Même sur des gros porteurs comme le Canada, comme la Californie, nous resterons sur des propositions qui soient autour de groupes de cette taille. Et puis, la nouveauté, c'est la possibilité, grâce à la techno, puisque les tour opérateurs font beaucoup appel à la techno et le feront encore plus dans l'avenir, c'est l'automatisation des autotours, puisque demain, effectivement, les familles partiront un petit peu entre elles, en tribus, entre amis, en famille. Donc, nous envisageons effectivement des packages dynamiques autour de l'autotour. Et deuxième question, est-ce que vous allez accompagner cette reprise auprès des agents de voyage ? Est-ce qu'il y aura des actions un peu spécifiques pour eux ? Bien sûr, nous avons commencé déjà, avec un certain succès d'ailleurs, une formation très importante par des webinaires, comme un peu tout le monde. C'est pas nouveau, c'est pas super innovateur, mais je dirais que c'est très payant, c'est incroyable. Aujourd'hui, nous avons entre 100 et 150 participants pour chacune des sessions de formation sur les produits que nous allons proposer sur la prochaine brochure à chacun des webinaires que nous organisons. Rebecca Alvarez-Tellez, comment le Mexique veut-il faire revenir les touristes français ? Avec quel levier auprès des agents de voyage ? Bon, le Mexique est déjà engagé depuis quelques années dans une démarche de promotion touristique à l'échelle internationale. Ceci inclut les marchés français. Ceci est le résultat d'un certain nombre d'engagements et des projets des pouvoirs publics comme des entités touristiques visant à développer plus encore le tourisme sur le territoire mexicain. Pour assurer notre développement touristique, nous nous basons sur des actions de communication et de promotion de nos principaux atouts. Comme notre collègue a déjà dit, grâce à la technologie, grâce au webinaire, on va suivre des formations sur différentes destinations touristiques mexicaines, ainsi qu'on espère la participation du Mexique et de différents territoires mexicains dans les foires internationaux. Ceci inclut les salons internationaux de tourisme IFTM Topresa. Bien sûr, on espère vous y retrouver du 5 au 8 octobre. Évidemment, Rebecca, on aura plaisir à se retrouver physiquement, en tout cas dans les allées de l'IFTM à cette période-là. Ça nous manquait. Voilà, on va maintenant essayer de se projeter un peu plus loin que la reprise. C'est notre dernière rubrique, Le Monde d'après. Muriel Nouchi, certains disent que cette pandémie pourrait modifier le visage du tourisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Est-ce de nature, en tout cas, à faire évoluer l'offre touristique en Californie ? Alors, je pense que oui. Et d'ailleurs, Didier vient de nous le dire, notamment sur le sujet des circuits accompagnés. Je ne sais pas combien de temps ce mouvement va durer, mais c'est vrai que de découvrir un pays, une région, un État comme la Californie, à 50 dans un bus, en faisant des étapes très longues où on passe plus de temps dans le bus que sur les sites ou à la découverte des gens ou à faire des randos, à découvrir, me semblait pour le moins incongru. Je pense que ça aura peut-être tendance à diminuer dans l'avenir. En tout cas, pour le très proche avenir, si j'en crois Didier, c'est un fait certain. Nous, en Californie, nous avons toujours prôné la découverte, l'immersion, le road trip. Il y a 2 ans, Visit California avait proclamé l'État comme la république du road trip. Et c'est ce symbole de liberté, c'est ce symbole d'aventure, de rencontre que la Californie continue à incarner. C'est vraiment ses piliers, c'est très très fort. La nature y est abondante. Nous sommes l'État qui avons le plus de parcs nationaux aux États-Unis. Nous en avons 9. Nous avons 250 parcs d'État, des villes que le monde entier nous envie. Donc,
Donc on a tout pour faire rêver et je crois, oui, vraiment que l'appétence de la découverte se fera de façon peut-être plus raisonnée. D'ailleurs, nous, on ne raisonne même plus en chiffres là, je les ai cités, mais de nombre de voyageurs. On parle plus de dépenses par voyageur, on parle plus de nombre de nuits passées dans l'État que de nombre, finalement. Et je pense que c'est ce que la Californie a envie de véhiculer. Et c'est comme ça qu'elle a vendu son tourisme à ses habitants qui sont très, très, très concernés par ça. Béatrice de Rotalier, le transport aérien est aujourd'hui la cible de critiques de plus en plus vives pour son impact sur l'environnement. Craignez-vous que ce mouvement finisse par atteindre votre business ? Je ne pense pas que ça nous atteigne totalement parce que je pense qu'on a démontré depuis de nombreuses années que l'aérien était devenu un lien indispensable entre les pays et entre les êtres humains. Donc, on va continuer à opérer ces liaisons. Maintenant, bien évidemment, on est dans une démarche beaucoup plus vertueuse de développement durable. Chez Delta, c'est quelque chose que nous faisons depuis longtemps, puisque depuis 2007, déjà, nous avions instauré un calculateur de compensation carbone sur notre site delta.com et que depuis 2012, on compense toutes nos émissions supérieures à la capacité que nous avions à l'époque, alors que notre capacité a grossi de plus de 20% jusqu'en 2019. Donc, c'était quand même un gros investissement. Et en plus, l'année dernière, nous avons annoncé l'investissement d'1 milliard de dollars pour soutenir nos efforts dans ce sens pour les 10 années à venir. Sandra Tickel, on parle d'un tourisme plus vertueux, plus écologique. Est-ce que cette tendance peut être une chance pour le Canada ? Oui, je pense que oui. Et il ne faut pas non plus négliger le côté humain. Parce que je pense qu'on parle, en sortant de cette pandémie, on sort avec deux choses importantes, je crois, c'est le côté humain et le côté environnement et comment il va falloir faire attention. Donc là-dessus, j'aimerais dire que je pense que les Français vont vouloir voyager entre amis et en famille et vont porter une importance à l'environnement où ils vont aller. Rencontrer des gens, redonner à des gens va devenir quelque chose de très important. Il est vrai qu'au niveau de l'écologie, nous, au Canada, on n'a pas de problème de distanciation. On a beaucoup de grands espaces. Et il est vrai, par contre, qu'on fait très attention à notre environnement. Et je pense que l'exemple que je peux donner, c'est les parcs nationaux et provinciaux où on doit faire des réservations parce qu'il y a quand même un taux d'occupation à respecter. Didier Rabault, est-ce que les tendances émergentes de cette pandémie peuvent modifier un peu la façon dont vous faites votre métier, vous, en tant que tour opérateur ? Ah oui, clairement. Ça influe sur la manière dont notre directrice de production va réfléchir à la taille de ses groupes, à la longueur de ses étapes, au choix de ses hôtels. On est maintenant effectivement sur des tendances d'humanisation un petit peu de la production, sur des tendances puisqu'il existait avant une différenciation importante entre le qualitatif et le quantitatif, bien aujourd'hui le curseur est sur le qualitatif. Je ne sais pas combien de temps ça durera parce que l'appel du tarif quand même, parce que le tourisme, il doit s'adresser aussi au plus grand nombre. Il ne faut pas uniquement privilégier les gens qui ont de grands moyens pour visiter le Canada ou la Californie ou le Mexique à 12 personnes, à 15 personnes. C'est merveilleux, mais ça ferme des portes. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des gens qui ont un budget donné et qui ont eux aussi droit, qui doivent avoir accès à cette découverte. Donc la tendance, elle sera difficile à équilibrer, mais nos équipes travaillent à pied d'œuvre sur cet équilibre. Il y aura un impact. C'est quelque chose dont on tiendra compte pour les productions futures. Rebecca Alvarez-Tellez, cette crise a accentué les critiques sur les excès du tourisme, notamment du surtourisme. J'ai envie de vous poser une question simple. Cancun, qui symbolise à sa façon ce phénomène, est-il encore l'avenir du tourisme au Mexique ?
Bon, oui, Cancun et toute la péninsule du Yucatan, c'est-à-dire Yucatan, Quintana Roo, Campeche, vont continuer à être la destination préférée du public. J'inclus les Français ici, mais on estime qu'en raison du bilan économique laissé par la pandémie sanitaire, cette année, le tourisme de haute gamme et les marques de luxe soutiendront la réouverture du tourisme pendant l'année. Dans le même temps, les études soulignent que toutes les réservations d'hôtels, soit à Cancun ou dans le reste du pays, devraient augmenter avec seulement un mois d'anticipation ou moins. Parmi les principales conclusions de toutes les études que nous avons lues, qui ressortent, il dit que Cancun sera l'endroit le plus recherché par les touristes étrangers pour passer leurs vacances suivies de la Riviera Maya, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Riviera Nayarit, Mazatlán, Los Cabos, Acapulco et Ixtapas y Guatanejo. Merci beaucoup Rebecca. Nous arrivons au terme de cet épisode des ateliers d'IFTM. J'aimerais vous remercier, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier. Je vous remercie, vous, les internautes, évidemment, pour avoir suivi cet épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et pour suivre en temps réel toutes les nouveautés, le programme des ateliers de l'IFTM, je vous invite évidemment à vous abonner aux réseaux sociaux @IFTM ainsi qu'à la newsletter. Et puis on se retrouve avec grand plaisir du 5 au 8 octobre. N'oubliez pas, ce sera avec vraiment un très grand plaisir. À très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée.